Aurais-je imaginé un jour qu'en 2020, sur un chiffre si rond, j'allais me retrouver dans une des plus grandes villes du monde pour exporter mon savoir-faire? Impossible. Impossible de mon rêve de gosse que j'avais de devenir peut-être un sportif avisé. Je ne pensais qu'au sport, je ne vivais que par le sport, mais j'étais finalement déjà passionné. Moi, je suis très satisfait là. J'ai vraiment un sentiment de gars qui est en train d'accomplir sa carrière professionnelle. Philippe, c'était un garçon très gentil, toujours consciencieux dans ce qu'il faisait. Bon, il n'aimait pas trop l'école, mais voilà, il était très consciencieux dans tout ce qu'il entreprenait. Il avait beaucoup de mal à apprendre. C'est fou, hein, pas de mémoire pour apprendre. Et pourtant il s'acharnait et les études, ça collait pas avec lui. Dans mes cahiers de retour, c'était bah oui, Philippe, très gentil. Mais on l'entend pas, on l'entend pas assez, et on aimerait bien qu'il s'exprime, on aimerait bien que... En plus, t'as tes parents qui divorcent, tu redoubles, tu arrives dans un nouveau collège, tu connais personne, intérieurement, bah c'était parfois difficile. D'ailleurs, j'osais même presque plus dire que j'avais une mauvaise note, j'osais plus dire, je cachais, et j'étais presque à venir à en mentir à mes parents. Et ça, c'était dur. C'était dur. Il était très timide, très introverti. Il n'osait pas s'approcher des gens en sortant de troisième. Mon Dieu, c'était compliqué pour lui, pour qu'il s'exprime, de se dire j'étais tellement en retrait, tellement sur moi pendant des années, qu'aujourd'hui, oui, il a une revanche, forcément. J'appellerais pas ça une revanche, j'appellerais ça une forme de libération en fait. Tu te souviens de notre dernier tournoi ou pas? Ouais. Ouais. Un petit moment, hein. C'était des vrais pros là sur les derniers terrains qu'on avait fait. C'était un tournoi de. Tu te souviens, un tournoi de. Tous les pompiers, je crois, il me semble. Hein. Je pense que Philippe avait une carrière vraiment toute tracée par rapport à sa véracité et sa technique, de toute manière, qui était particulière, mais qui était à lui. Et pour moi, oui, il avait sa place aujourd'hui dans les grands joueurs, ça c'est sûr. Wow. T'as vu ça? Ça, c'est des passes de pro, ça. Et il y a un gars qui avait dit, moi, écoute, ton fils, moi, je le prends, et puis on va lui faire un stage de formation à Toulouse et tout. Je dis, pourquoi pas? Je dis, mais ça m'a fait peur, quand même, cette histoire. Il voulait vraiment être footballeur, en fait, professionnel. Et du coup, bah, ça n'a pas abouti. Pour moi, je pense qu'il a choisi quand même le travail qui était une valeur sûre, déjà, que le foot. Le foot, c'est quand même assez aléatoire. Et je pense que derrière, il a été guidé par son papa. C'était pas Mbappé non plus, quoi. Je veux dire, c'était pas le gamin qu'on va chercher chez toi en disant, monsieur, on lui fait signer un contrat de temps. Non, il aurait pu faire quelque chose, forcément, mais l'avenir, on a dit autrement, puisqu'on a choisi une autre route, quoi. Il faut à un moment donné avoir tout ce qu'il faut pour être en forme limite olympique, pour être prêt au moment où on commence à nous expliquer, il faut déjà être prêt. Konnichiwa. Arigato, arigato gozaimasu. Bonjour. Bonjour. Je crois que c'était à 300 mètres aussi. Ouais. Sans les odeurs là.
À 15 ans, je décide de quitter le circuit scolaire. Personnellement, ça a forcément, on va dire, effondré certains plafonds, hein, que ce soit le plafond de la famille, surtout de mes parents, plus mon papa, qui était affecté par cette décision, parce qu'il savait à quel point ce métier était extrêmement contraignant. Ma maman a toujours suivi le rythme de ce que je pensais, de ce que j'avais envie d'être. Et Philippe qui sort de l'école, qui me dit « Papa, j'ai envie de faire ton métier ». Là, j'ai pris peur quand même, parce qu'on se dit c'est un métier très difficile. La restauration, être debout toute la journée, plus de week-end, plus rien, c'est compliqué. Et il s'est dit, viens déjà faire une saison avec nous, on ouvre un restaurant avec Nadine, donc ta belle-mère, dans le Jura. On a trouvé une maison qui était quand même formidable, le Val d'Héry, la première entreprise qu'on avait, une magnifique demeure, un petit peu isolée, mais voilà, 4 hectares de terrain, une piscine, enfin tous les gens qui mangent en terrasse. Quand on y repense, on se dit que comment on a fait pour y arriver, parce qu'il y a eu des jours où oui, vraiment c'était compliqué. Entre l'aspect financier, l'aspect à gérer notre nouvelle famille. À 16 ans, se retrouver, couper le circuit scolaire, se retrouver dans un milieu de travail où il faut travailler tous les jours, pas épargner, parce que c'était aussi une ouverture de restaurant. Oui, j'étais dur avec Philippe parce que on n'a pas envie que nos enfants ne réussissent pas, surtout un métier qui est compliqué comme la restauration. Il attendait beaucoup de lui. Des fois, je lui disais que c'était trop... que c'était encore plus ou moins un enfant quand même, hein, et qu'il enchaînait beaucoup de travail. Combien de fois Nadine m'a dit, elle m'a repris justement, t'es pas à la rôtisserie du Chambertin ici, hein. T'es au relais de Pont-d'Héry, à Chaux-Champagny, dans le trou du cul du monde, t'es pas en train de servir le Prince Charles. Mot de souffrance, certes, d'ouverture, mais en même temps, battant, et toujours battant. Et moi, je dis au mois de septembre, moi j'ai envie, je veux faire de la restauration, c'est évident. Ah ben non, mais... Voilà pour vous. Il y a une semaine aussi, il avait été en classe. Il est bien au courant. Bon appétit à vous. Hein. Merci. J'ai qu'à piquer là. C'est quoi ça, Clochette? Oui. Ils sont chauds, je les prends. Alors la chef vous suggère un crémeux de chou-fleur pour vous mettre en appétit. Prenez du bon temps. Philippe, il était déjà très investi pour son jeune âge, à 17 ans. Il était très proche des clients. Il avait déjà on sentait déjà qu'il avait beaucoup de talent pour faire ce métier, quoi, puis qu'il aimait. Il était déjà passionné parce qu'à 17 ans, il avait cette faculté d'arriver à la table, de servir. Il avait déjà des gestes sûrs, il était déjà très performant. Et ça, c'est ce qui m'a un peu bluffé parce qu'il était très jeune finalement. Je te voyais, pantalon à pince, les petits mocassins, avec une telle aisance pour discuter avec la clientèle, servir les plats, annoncer les plats, prendre des commandes. Oui, il s'est extériorisé. Là, ça coulait en fait, ça coulait. Bon, ce petit, bon, allez, on peut lui donner une chance. On sent qu'il y a quelque chose, quoi. On sent qu'il y a quelque chose. Encore une fois, je décide de mon destin à ce moment-là. Donc, CAP et BEP, donc j'ai passé les 2 matières en même temps, quoi, les deux diplômes en même temps en 2 ans. D'un seul coup, je me retrouve passionné par toutes les matières qui m'intéressent, en fait. Finalement, ça y est, tu te retrouves dans ton job, quoi. Et là, dès les premiers cours qu'il fait avec sa professeure, on voit que voilà, là, la passion le dévore et ça démarre vraiment plein pot, quoi. Bonjour, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, est-ce que ça travaille par ici? Ben oui, bien Oh là sûr là. ça travaille. Quel plaisir, Madame Mulot. Désolé, hein, il y a des priorités. Oui, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça, hein, ça va? Un petit câlin quand même? Un petit câlin, ouais. Petit câlin. Bonjour, ça va? Ça va, super. Quel plaisir, waouh! C'est comme si ça avait redonné un vrai coup de frais, là, 22 ans après. 22 ans, mon Dieu. Non, faut pas me dire ça. Ça remonte quand même, hein, c'est quelque 22 ans, chose. voilà. Armoire à vin. Armoire à vin. Oh là là, ça Voilà. c'est quand même extra, ça, c'est quand même, c'est chouette. mais Moderne. voilà. Nous, c'était derrière le bar, hein, mais bon, C'est voilà, vrai, c'est quand même... c'est vrai. On est à température, hein, quand même, hein. 13 degrés. Génial, génial. Un poussin en 2017 de chez Fouch, Ah oui, par exemple. super. Mon souvenir, c'est d'un jeune homme déjà avec une posture. Je me tiens droit, ma tête est haute, je souris.
Et c'est vrai qu'à cet âge-là, c'est rare pour un ado. Les ados sont plutôt, mais pour le rentrer, je me cache, je ne me vois pas. Pas toi. Toi, déjà, mais par rapport à ton papa. Oui. Il fallait être souriant, tu étais dans le restaurant, et on n'avait pas le droit de faire la tête, même si c'était un mauvais jour. Il fallait être souriant, il fallait vraiment donner le change. Et ça, d'emblée, il l'avait. Et on savait que de toute manière, il allait y avoir quelque chose. Voilà, messieurs, Philippe Troussard. Bonjour, bonjour, jeunes gens. Ça coupe? Chouette, chouette. On a vraiment travaillé cette semaine, puisqu'on est en petit groupe, l'analyse organoleptique. L'organoleptique est les cinq Ça parle sens, pour un les sommelier, ça. saveurs Voilà. et- Soyez convaincus de ce que vous avez envie de faire. Ne soyez pas convaincus de ce que les autres ont envie de vous dire de faire. Parce qu'à votre place, quand moi j'y étais, je savais exactement où j'avais envie d'aller. Et c'est vrai que je les ai entendues, ces paroles. Ce métier de la restauration fait peur aux parents. Mon papa le premier, qui lui était quand même malgré tout maître d'hôtel restaurateur. Le premier mot qu'il m'a dit quand je lui ai dit que je faisais de la restauration, il m'a dit non. Il m'a dit non. Ça fait 22 ans que ça continue. 22 ans qu'on travaille ensemble. Ne baissez pas les bras, même si à un moment donné, vous allez sentir que c'est un petit peu difficile. Et je suis persuadé que vous réussirez, en étant convaincu. Et c'est pareil que l'acte commercial. Un serveur est avant tout un vendeur. Vous êtes des générateurs de chiffre d'affaires pour des restaurants, grâce à votre savoir-faire et votre savoir-être. Et n'importe où vous passiez, vous devez être respecté par les employeurs qui vous embauchent. On n'est pas des larbins dans ce métier, je le dis toujours. On n'est pas que des pingouins en cravate et puis en chemise blanche, en tablier et en costume. On est des générateurs de plaisir. Les clients vont généralement au restaurant pour se faire plaisir et c'est pour nous voir évidemment leur proposer du plaisir et de la passion. Et à 20 ans, je décide de faire une mention complémentaire en sommellerie pour affûter. Moi, mon objectif, c'était de pouvoir savoir servir un client correctement. On me donne des éléments qui sont les plus classiques possibles à l'école scolaire avec des bases. Bon, bah tiens, tu boiras du blanc avec un poisson, tu boiras du rouge avec un fromage et tu conseilleras un moelleux avec un foie gras. Mais à un temps donné, on t'apprend à goûter le vin. Je me dis, mais pourquoi cette boisson est considérée comme si noble? Et au fur et à mesure, ce métier de sommelier m'a intrigué. Et je me suis rendu compte qu'on ne savait pas goûter, déjà d'une part, et le vin lui-même propose des émotions. Donc si j'ai bien compris, il y a au moins 2 cuissons d'huîtres, c'est ça? Il y en a une qui est panée, il y en a une qui est en tartare, crue. Non, pochée. Elle est pochée. Quand même. Ah, Ouais, d'accord, pochée, ok, elle est cuite. Pas, t'as vu le plat? Ouais, c'est bien équilibré. Hein, c'est bon. Il y a le côté yoli qui ressort quand même fortement pour la... En fait, il fallait un cépage aromatique. Alors là, on est sur un vin assez moderne. C'est un cépage qui s'appelle le muscat. Vous avez pu le sentir, peut-être que c'était vraiment très fruit. Mais c'est un muscat qui est assez original parce que c'est un muscat qui est macéré. C'est peu puissant en alcool, mais par contre, on a de la longe et de la persistance. Ah oui, Tu vois, c'est ça bon pour te moi, convient moi, bien? j'en ai un, Voilà, oui, j'en ai un moi, le pour ce plat soir, impeccable. Bon, bah merci. Ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, Bon, bah super, impec. Ouais, la justesse des accords, c'est... Moi, je ne sais pas le faire. Dans les grandes lignes, oui, mais dans la précision, non. Philippe sait le faire parfaitement. Parfaitement. On dirait faire un plat, et là, lui, il va faire un... Et Nadine est capable de le faire. Elle va goûter un vin, elle va dire, elle va faire ça. Ah, ils sont forts, hein. On a vraiment des killers en cuisine et en salle. Hein. ce soir, on a 34 couverts. On a une table de 4 où il y a un anniversaire, Lucie. Il faudra faire une plaque. On a un nouveau plat qu'on mettra tout à l'heure en place, c'est des huîtres. Chef, pour la suggestion, pour le bœuf, Oui. on le met aussi à la carte? On le met à la carte avec les girolles, pareil, qu'hier soir. J'imaginerais peut-être plus un vin blanc floral pour introduire le repas. C'est-à-dire que pour respecter et l'huître, l'artichaut, le foie gras et la truite, avant d'engager un vin blanc typé, peut-être switcher au moins sur 2 vins. 2 vins blancs, c'est ce qui serait peut-être le plus adapté. Donc, au bout de ces 4 ans de formation, à sa 5e année, le vin a commencé vraiment à le dévorer intérieurement. Et là, c'est parti. Il a commencé par faire un premier concours interne à l'école où sa professeure m'a appelé en me disant « Mais vous ne vous rendez pas compte le nez qu'a votre fils, mais c'est incroyable !» Ah bon, j'ai dit, oui, je sais qu'il est quand même doué, mais là, il faut quand même que je regarde ça de plus près parce que franchement... À l'école dans laquelle j'étais, dans notre classe, il y avait déjà une compétition qui s'offrait à nous, c'était le concours du meilleur élève sommelier de France. Et là, je me retrouve en demi-finale. Je dis tiens, quand même. Et après, on découle le concours du meilleur jeune sommelier de France, où je continue toujours à arriver aux portes des finales,
concours du meilleur sommet de France en main de Porto, Master of Porto, où on récidive plusieurs finales. Je savais que de toute façon, pour qu'il soit heureux, il avait besoin de ça. Je le sais. Je sais que c'est son équilibre. Il aime les concours. Je me rappelle qu'il y a eu beaucoup d'entraînements. Où quand il a commencé effectivement à faire des concours, quand Philippe a commencé à faire des concours, son papa a passé du temps à lui faire déguster, à lui faire découvrir des vins, à trouver des bouteilles, à chercher, tout ça, oui, il l'entraînait énormément. On va t'amener des tas de bouteilles à déguster en 1 minute, en 3 minutes, en 6 minutes, en français, en anglais, à l'écrit, à l'oral. On a acheté jusqu'à 280 bouteilles par semaine pour pouvoir déguster, c'est un truc de dingue. Tout ce qui se passe de la vigne jusqu'à la mise en bouteille, voire jusqu'à ensuite au restaurant, la mise en scène du vin. Donc toute la partie artistique, savoir contrôler la température d'une bouteille, contrôler le goût de tes clients, la prise de commande, la gestion d'une cave, connaître toutes les boissons du monde, les vins français, sur tout leur terroir, tous les types de sols, toutes les appellations géographiques, tous les lieux-dits qui s'y collent, les premiers crus, les grands crus, les localités, les vignerons. La connaissance des vins français, c'est une chose. Quand il faut connaître les vins internationaux, toutes les bières, les cafés, les thés, les digestifs, les eaux minérales, les jus de fruits, les cigares. Là, tu te dis, mais c'est pas possible. Je me souviens, mon papa me soufflait une phrase à l'oreille en me disant, mais c'est comme si tu apprenais l'annuaire d'une région avec tous les noms, les prénoms, leur commune et leur numéro de téléphone, avec leur adresse. Il faut être quand même profondément passionné. C'est une année qui est superbe. On est sur la fin des vendanges avec notre parcelle de Savagnin ici en Levrin. Le raisin est doré, donc il donne envie d'être vendangé, d'être ramassé. On se fait guider aussi par nos sens. Je peux prendre une grappe aussi en même temps comme ça. Oui. Puisqu'on est sur des Savagnins qu'on va travailler de manière houillée, donc on ne va pas aller sur des élevages oxydatifs. On va chercher à la fois la rondeur du Savagnin, que le Savagnin peut offrir, mais pour cette cuvée-là, on va aussi rechercher une petite pointe de fraîcheur. L'acidité, c'est pas un vilain mot, au contraire, c'est la colonne vertébrale du vin. Et l'acidité, on l'a à la vigne. On va pas aller la chercher en cave. Bien sûr. Oui, d'accord. Donc, on va les croquer et puis on va analyser et voir si on a cette petite teinte d'éclat. C'est aussi les pépins, savoir s'ils sont je fais comme déjà toi, marrons. je fais comme toi. Oui. On voit qu'on est sur des baies qui sont donc bien généreuses. Un pépin qui est mûr, qui est lignifié, qui est marron, et un jus qu'on avait en bouche agréable. Ouais, ok, d'accord. Je trouve ça, c'est drôle, ça fait du bien de goûter dans les vignes. C'est génial. Non mais je te jure, franchement, t'as l'air extérieur. Souvent quand on goûte dans les caves, on est confiné. Oui, puis, et de goûter déconfiné, en fait, t'as un surplus d'oxygène qui te fait développer finalement une gamme aromatique qui est un petit peu différente. Mais en tout cas, l'approche, elle est, je trouve, vraiment captivante. Au restaurant, il faudra juste à peine le rafraîchir davantage. C'est puissant. Et je savais qu'un jour j'allais toucher le Graal. Je ne savais pas quand, mais il a fallu trébucher. Il a fallu en perdre des petites batailles, même voire des grosses batailles. C'était dur. On le suivait pour l'aider à gagner, à aller chercher ce titre, c'est vrai. J'étais dans le wagon en faisant tourner la roue, tu sais, comme un hamster qui fait tourner la roue tellement vite, qu'en fait, il se mettait dans le wagon, il courait aussi vite que moi. Donc finalement, quand tu te retournes et que tu dis, ça court, donc ça va. Mais à la fin, il fallait que le titre arrive. Parce que là, j'en pouvais quand même plus, dans le sens où je savais plus quoi lui faire déguster. Et puis quand l'élève a tellement dépassé le maître depuis des années, on va dire, comment veux-tu juger quelqu'un qui est 10 fois plus fort que toi? Vu ce qu'il me montre, mon Dieu, va falloir être fort pour le battre, quoi. Il arrive un moment où tu te dis, waouh, il m'éblouissait. Je veux dire, tout ce que j'ouvrais, tout ce que je lui faisais déguster et tout, oh, voilà.
D'abord, le candidat, alors je vais les appeler par numéro, chronologiquement, hein, ça n'a rien à voir avec leurs notes, ni leur nom. Le candidat numéro 2 est lauréat. Ça marche, 2 couverts s'il vous plaît, 2 symphonies avec un foie gras, une tarte, 2 truites, une volaille à maigre, pour suivre une fraise, un abricot. Avant d'y aller, il m'avait dit « J'ai une chose, j'ai peur de gagner parce que j'ai peur de ne pas assumer le titre. » Et finalement, je me rends compte que ça fait 5 ans qu'il a gagné et il commence seulement à l'assumer parce qu'il faut la carrure. Tu représentes la France de toute façon. Donc oui, voilà, tu dois avoir une rigueur, tu dois montrer l'exemple en fait. Il est fier de lui, mais il n'arrivait pas encore à l'exprimer vraiment. Parce qu'on lui a appris à être pudique en fait. On lui a appris à pas trop se montrer, à se taire, à toutes ces choses-là. Il en a vraiment bavé, même des gens autour de lui qui disaient, même si tu n'as pas eu tes examens, ton brevet des collèges, voilà, tu feras rien de ta vie et tout. Mais je pense qu'intérieurement, il est très fier de lui. Et il y a une espèce de rage, cette rage de dire à tous les gens qui n'y ont pas cru, vous avez vu ? Ce ouf, c'est le yes en disant waouh, il a gagné. Mais à quel prix? Donc pour moi, c'est plus signe de soulagement au départ, et après vient le bonheur pour moi. Il ne fait qu'avancer, il est dedans, il s'endort pas quoi. Il n'a pas dit allez, j'ai le titre de MOF, maintenant je pose mes valoches, c'est fini, maintenant je vais vivre de mon titre. Non, non, Philippe, il le véhicule, il apprend, il essaye de le communiquer et de le faire toujours en permanence. Ça, c'est formidable. Même les fabricants de soju ne connaissent pas que les patates douces glissent. Parce que c'est toujours très la peau. J'aimerais vraiment soulever le fait qu'on sent qu'il prend soin de sa matière première, mais on sent qu'il prend soin aussi de sa mise en scène. C'est très intéressant de pouvoir les déguster à température de service, comme nous on aime, en tout cas moi j'y suis sensible. Celui qui est sur une base de koji noir a une expression, je dirais, vraiment une tendance plutôt mentholée, presque chlorophylle. Le sud du Japon a une saveur bien atypique et c'est intéressant de s'en inspirer. C'est magnifique. Arigato. On est arrivé, nous, en tant que Français, avec notre savoir, on sent que, comme si on était des dieux vivants de la dégustation, qu'ils savaient peut-être plus ou moins déguster. Bon, après, en même temps, ils n'ont pas le même spectre de vin que nous, on peut avoir en Europe. Apprendre à quoi sert la structure alcoolique, apprendre à quoi sert la structure acide, la structure des sucres quand il y en a, la structure des tanins, à quoi elle te sert pour à un moment donné pouvoir juger le vin pour ce qu'il est et savoir, toi ensuite, quel est le mode d'emploi que tu vas appliquer à ce vin. On parle de l'accord mets et vins, on parle de la garde, du vieillissement, du conditionnement, de la température de service. Et ça, quand tu as réussi à avoir cette lecture-là, le profil du vin, d'un seul coup, te semble beaucoup plus évident. Moi, je n'avais pas conscience de l'importance que pouvaient avoir nos quelques mots de vocabulaire, nos quelques sensations gustatives, comment nous, on apprivoise ce type de produit, et pour qu'eux puissent continuer d'avancer et d'évoluer. En même temps, quand on les voit déjà, le nombre de personnes qui nous attendent, on est limite attendus comme des chefs d'État.
Alors le nez, il a une intensité très puissante, dominée par la réglisse et l'eau de vie de vin, qui est distillée en France, qui est comme par exemple le cognac ou l'armagnac. Arigato. Quel marathon vous nous offrez. J'ai eu l'honneur de déguster cette belle série de sochou à base d'orge. Je dirais que j'ai été vraiment inspiré pour les accords mets et vins. Mets et sochou, pardon. C'est un rêve qui est devenu réalité pour moi là. Tu dis tiens, j'ai gagné la Coupe du Monde de sommellerie quoi, pour être reçu comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible, je suis champion du monde ou je suis que champion de France. Tu me dis c'est incroyable. Dès demain, je me devrais d'assumer ces missions, fatigué ou pas, du mieux que possible, de celles que j'ai quittées il y a 10 jours en tant que sommelier dans notre bel établissement familial. Et en tant que toutes les petites casquettes aussi qui sont d'autres couleurs, de celles que faire plaisir à nos clients jurassiens qui nous font vivre depuis 22 ans. Oui, entrez. Tu nous amènes pas le beau temps là. Ça va? Oh bah tu vois. Vous êtes en forme? Ça va comme les vieux de 82 ans et demi. Alors tu vois le beau temps. Magique. Oui. Bon, comment ça va d'après cette période un peu particulière quand même? Oui, pour nous ça n'a pas été dramatique. Hein. La campagne, il ne faut pas qu'on se plaigne. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, vous avez raison. Oui, oui. Dans notre beau Jura, on est quand même tranquille. Oui, oui, oui. Puis moi, je suis presque toujours en chaude d'eau, tu sais où il y a le four à pain. Pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. Génial, et puis la santé quand même, ça va? Oui, mais tu vois, on sent les années sur le dos, sur la tête. La tête, c'est comme une passoire, et puis les trous sont de plus en plus gros. Alors, tu vois. Et comme il n'y avait déjà pas grand-chose dedans, tu vois un peu ce qui peut rester. C'est génial. Les vignes, vous avez des nouvelles un petit peu comment ça va? Parce que oui, les vignes sont très belles. Par contre, ça sera des vendanges très, très tôt. C'est ça qui est inquiétant. Ah oui. Ça va être des vendanges au mois d'août. Alors ça, c'est... On ne sait pas ce qui va se passer. Ah oui, au mois d'août, c'est vrai que c'est toujours un peu précoce, comme en 2003 finalement. Oui, à peu près comme 2003. Voilà. Ouais. Alors, sous des temps comme ça de pluie, vous n'êtes pas à la vigne, mais alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On fait le pain vendredi, donc là, je sors le levain 2 jours avant. D'accord. Donc là, c'est le levain qui était au frigo. Il doit être par là, Emmanuel? Ah oui, Emmanuel est là, donc on va aller voir. Il est dans les parages? Oui. Super. Vous serez avec nous à la dégustation? Il t'attendait, oui, je vais aller un petit coup avec vous. Ah oui, j'aime bien votre petite expertise œnologique toujours. Le métier de sommelier ne doit pas se perdre dans la technique. L'aspect humain, c'est extrêmement important. On est vraiment le trait d'union entre le producteur et le consommateur. On a ce même lien. On pourrait presque passer une journée dans les vignes, une journée avec un vigneron. On se met en mode éponge en tant que sommelier et on apprend, on absorbe, on comprend. Oui, disons, autrefois tout était naturel. Mon grand-père, mes parents, mes frères faisaient le vin d'une façon nature. Surtout qu'à l'époque, on nous disait c'est impossible de faire des vins sans soufre. On apprenait ça. La grosse cassure, c'est à partir de 64. 64. C'est là que les désherbants chimiques, les engrais chimiques ont pris beaucoup de part. Après le levurage des vins, etc. Ah oui, d'accord, ok. Là, l'idée, tu vois, c'est d'avoir une véritable protection pour que tu aies une ombre portée sur ton raisin. Mais celle-là, elle est vraiment... Elle est incroyable. Tu as vu comme elle est belle? On croirait un mannequin. Exactement, elle est svelte, elle est magnifique. Donc après, l'idée, ça serait de faire quelque chose où on va tresser. Donc tu prends des pampres, et tu as quelque chose qui te permet d'avoir une ombre portée. Et regarde tes petits raisins. Regarde comme ils sont chouettes. Ouais. Tu vois, tu as vraiment des raisins avec une diversité. Regarde des baies, tu as des baies qui sont plus ou moins grosses. Là, tu as une baie plus grosse, tu as des baies plus petites. Tu vois, ça, c'est 1995. Tu vois la grosseur des raisins. Quand le raisin atteignait cette grosseur-là, il disait que c'était une année assez précoce. Donc, ça allait être une année assez belle pour eux. Et tu vois, par exemple, 2003. Regarde, 2003, le 2 juillet, c'est dans la même parcelle. Ça ressemble à des olives. Bah oui, mais c'est l'année de canicule. On se retrouve avec des années de plus en plus précoces.
La robe, hein. Elle est belle, L'intensité. hein. Ah, c'est extraordinaire. C'est 2019, ouais. Waouh! La concentration, oui. C'est incroyable. Mais on a une concentration sur 2019. Tu vois, on a à la fois du... de Syrah, là. Ouais, c'est fou. Hein. On a des millésimes qui, effectivement, tu as vu, oui, les millésimes se suivent, se succèdent, mais de plus en plus, on a des vins avec, naturellement. Pourtant, il n'y a pas de pigeage, on fait juste des remontages, on est très, très doux dans l'accompagnement, dans le geste. Et pourtant, on a un pinot qui se livre, qui se délivre avec des couleurs magnifiques. Hein, regarde un peu, c'est super. Je suis impressionné par la profondeur. On est sur les éboulis calcaires, on a des marnes grises en profondeur. Ce côté un petit peu... Ah oui, ok, pâte à modeler. Tu vois, ce côté-là, ça peut faire savagnin. Tu vas dire, oh, bah, tiens, c'est marneux, ça. C'est étonnant hein, d'avoir ce charisme comme ça, aromatique. Après, qu'est-ce que c'est qu'un grand vin ou un petit vin, ça? Oui. Pour moi, les grands vins n'existent pas si on n'a pas de petits. C'est une belle phrase à répéter. Ça, c'est des phrases que moi, des fois, j'emprunte. Je les emprunte. Alors, j'ai jamais dit que je les gardais pour moi, mais je les emprunte et puis je les raconte parce que c'est des anecdotes qui sont... On se construit d'anecdotes pour raconter des histoires aux clients. Je vois, Chambertin. Je me souviens avoir ces premiers vins dans les fêtes de famille. J'avais peut-être 8-10 ans. Et c'est ces premiers vins qui étaient sur nos tables pour fêter les fêtes de famille, surtout les fêtes de fin d'année. Et quand j'ai senti ces premiers vins, évidemment, j'étais plutôt à me dire vais-je aimer un jour? Et aujourd'hui, c'est une évidence. C'est une évidence. Grande pensée à mon papa qui a su m'éduquer en fait et su finalement persévérer dans cette éducation. Et voilà, aujourd'hui, c'est devenu non pas passionnel, mais surpassionnel, quoi. Quand on avait des fêtes de famille, on ne sortait pas souvent au restaurant, mais on allait à la rôtisserie du Chambertin et on allait écouter, boire les paroles d'un grand sommelier. Et c'était ton papa. Donc tu vois, moi aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ma prime jeunesse. C'était extraordinaire. Et là, je t'enseignerai aujourd'hui, et on en discute souvent avec ton papa. Je pense il veut pas qu'on en parle trop, mais il est extrêmement fier et à juste titre du travail que tu as réalisé. Il te le dit pas à toi. Non, il ne doit pas le dire. Non, exactement. Très souvent à nos clients. Très souvent à nos clients. Je l'entends dire, mais beaucoup moins en direct. Ça m'émeut de la façon dont tu vois mon papa, comment lui il me perçoit. Bon, en tout cas, on est très content que tu t'intéresses surtout à des vins nature, puisque ce n'est pas toujours évident. Tu vois, on a des vins qui ne sont pas forcément clairs, on ne filtre pas, on ne colle pas. On a du gaz carbonique. C'est très important que tu véhicules aussi l'image des vins nature dans ce monde-là. Il faut qu'il y ait le vigneron qui prenne le temps de l'expliquer au sommelier, que le sommelier prenne le temps d'aller chez le vigneron, chose que tu fais, essayer de bien comprendre les vins nature pour que toi-même tu puisses bien l'expliquer au client. Parce que le vin nature, il faut qu'il soit expliqué. Tu ne mets pas la bouteille sur la table et puis débrouillez-vous. N'ayez pas peur de cette approche visuelle, on peut dire, qui propose forcément un léger trouble. Le vin a eu un échange avec les pellicules et le jus pendant sa fermentation. Et l'avantage, c'est qu'en fait, ces vins macérés proposent forcément un peu plus d'élan, plus de richesse et d'ampleur, mais sauf que les vins, après, ensuite, ne sont absolument pas filtrés, sans soufre, donc naturels à 100%. Et comme disaient les sérieux anciens, bien avant la Deuxième Guerre mondiale, ça, c'est du vrai vin, qui fait du bien au corps, comme on dit souvent. Alors on est reparti sur 2 symphonies, s'il vous plaît, avec 2 foie gras, 2 truites, 2 volailles, une pomme, un chocolat. Attention, pas de mirabelle sur un foie gras. La dame est allergique, s'il vous plaît, allergique au mirabelle. Quand je me retrouve seul dans ma cave, c'est un regain d'énergie, je rebooste ma passion, et j'ai besoin de m'y retrouver. C'est comme une forme de méditation. Mon épouse me le dit des fois, mais qu'est-ce que tu foutais dans ta cave? C'est pas possible. Mais je dis oui, mais il faut du temps. C'est presque un peu cathédrale, c'est presque un peu religieux. Presque un peu religieux, c'est étonnant. Sans avoir de culture religieuse approfondie dans la famille, il y a ce côté un petit peu ressourçant. Moi, je me sens bien dans cette ambiance-là.
Alors qu'on a un métier qui est plus en feu. On est en feu. Dès qu'on remonte à la surface, avec ces bouteilles, c'est le feu. Mais c'est le feu, hein. C'est limite... parfois, ça en devient l'enfer tellement c'est le feu. Parce qu'on n'a pas le temps de proposer autant de passion autour d'une bouteille parce que c'est le service, parce que c'est la restauration. Alors finalement, c'est peut-être le paradis sous terre et puis le feu sur terre. 2 amuse, s'il vous plaît. Aussi la mise en bouche, madame, monsieur, pour mettre un appétit. Crémeux de chou-fleur. On y va, 2 truites table 9, chef, s'il te plaît. Alors, madame, monsieur, on va donc débuter avec l'appellation Morgon. Vous avez retrouvé des morilles qui restent la reine de l'assiette. Les légumes viennent de Montbarret, tout près d'ici. Voilà, la tarte fine aux artichauts pour vous, madame. Avec coulis d'ortie qui l'accompagne et puis une huile truffée. Alors, on y va. On se concentre, s'il vous plaît. Allez. On est des vrais acteurs. On fait notre rôle tous les jours. On a un service le midi, un service le soir. C'est un cœur de coulommiers affiné avec une feuille de fougère, le fougeru. On a toujours la même pièce, mais c'est jamais le même public. Ouais, c'est ça qui est merveilleux. À base de crément, du Jura, crème de griotte et griotine de Fougerolles. Because Chassan Morachet, it's more woody, it's more powerful, but just I think this one is not more freshness. Allez, ça attend là, vite. Vous avez des spectateurs là, ils vous attendent, ils sont là pour vous. À vous de sourire, à vous d'être là, faut être là. Fromage assez doux, vous avez des bries à Savarin, de la maison Delin et Gilles et Citeaux. Au cranberry, à la papaye, à la graine de moutarde, nature. Le métier de la restauration est extraordinaire dans le sens où on peut voyager partout dans le monde. On peut rester dans une auberge, dans un petit trou paumé toute sa vie si on est bien. Le principal, c'est le bonheur, c'est de se trouver bien. Mais si on veut s'ouvrir au monde et avancer et de faire des rencontres multiples, il faut faire ce métier. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Moi, je le conseille à tous les jeunes qui passent à la maison et puis qui veulent faire ce métier. Alors, c'est pas un métier facile, oui, on est debout. Ouais, mais enfin, bref, si on est heureux de ce qu'on fait, si on est heureux. Quand il a décidé de s'inscrire au MOF, je ne me suis pas posé de questions. Et là, tout s'est enchaîné. Donc bien sûr, la préparation. Et par contre, effectivement, je ne m'attendais pas à autant d'investissement de sa part. Je savais qu'il allait travailler, je savais qu'on allait avoir des sacrifices, mais peut-être pas autant. Mais ce qui avait surtout changé, c'est qu'entre la dernière fois qu'il l'avait tenté et cette fois-ci, c'est qu'il y avait eu un enfant entre-temps. Bonjour. Bonjour. Mesdames, est-ce qu'Edouard est par là? Oui, je crois qu'il est derrière. Vous pouvez aller voir. Ah, génial. Ah, l'ami, te voilà. Salut Edouard, ça va? Oui, tu vas bien. Bonjour. Deux, trois petites créations d'été là, qu'on vient de sortir. Ça va, tu es en forme? Pleine forme. Oui, ça va? Les affaires marchent bien, tout va bien. Jeunes gens, bonjour à vous, bonjour à tous. Tiens, voilà les petites bébêtes. Ah bah oui, écoute, c'est sympa. Je sais que tu m'accueilles toujours avec un bout de chocolat, c'est quand même génial. C'est un peu normal, hein. Ça me fait plaisir. Normal. Ça me fait plaisir. Bah, le nez, on se trompe pas, quoi. Hein, on est tout proche de ce qu'on aime, finalement, le côté un peu croquant, grillé. Elles sont grillées, les noisettes? Oui, c'est ça le truc. Ce côté un peu grillé. Torréfié. C'est super bon parce qu'il n'y a pas d'excès de sucre résiduel, je trouve. Parce que des fois, c'est trop sucré. Ouais, bah voilà, on a fait un truc un petit peu... On y revient facilement. Il faut toujours les goûter doucement, les chocolats de chez toi. Ouais. Parce que pas les manger trop vite, sinon t'as pas le temps de te rendre compte de ce qu'il y avait. Souvent, tu sais, quand j'en ai une petite boîte à la maison, j'aurais dit, attendez, c'est pas en une bouchée, c'est pas cul sec comme un verre de vin, quoi. Il faut croquer tranquillement. C'est souvent, moi je dis, des chocolats de dégustation. Oui. Après, tu peux les manger pour plaisir, mais oui. Si tu veux trouver ce qu'il y a dedans, comprendre un peu comme c'est monté, il faut prendre le temps. C'est quelque chose que je connais. Ouais, c'est une fleur. C'est ça. C'est pas la marjolaine? Non. C'est très, très floral. À la rose. Ah, c'est ça. Voilà. Tu sais, le goût de rose, nous, on l'apparente, par exemple, en tant que sommelier. Je sais où on va aller. À un cépage, tu connais. On va aller au le Gewürztraminer, exactement. À la louche, c'était à peu près 3000 heures de préparation pour moi, pour le concours. On met en jeu 3 ans de notre vie sur quelques heures. Et il y a une pression énorme. Moi, j'ai vu des mecs pleurer, j'ai vu des mecs craquer nerveusement.
Parce que voilà, il y a un enjeu qui est énorme, et puis on arrive, on est fatigué parce qu'on a travaillé comme des fous pour être prêt au jour J, donc on est un peu fragilisé. Et mais c'est ce qui fait la beauté du truc, quoi. Si c'était facile, d'abord il y aurait plein de mofs, et puis le titre n'aurait pas la valeur qu'il a. C'est vrai. Et il a sa valeur parce qu'il est difficile. J'ai l'impression que, par exemple, sur les premières années de mes enfants, je ne les ai pas tellement vus. Parce que c'était l'époque où je préparais mon concours en 2 fois. Donc je l'ai eu quand mon fils est né, à peu près. Et c'est une période où j'ai consacré plus à l'entreprise qu'à la famille. Bon, voilà, c'est des choix de vie, hein. C'est très, très dur de tout bien équilibrer. De réussir parfaitement une vie de famille, parfaitement une vie professionnelle, très, très peu y arrivent. Très, très peu. Isaline est arrivée, c'était le plus grand moment de sa vie. Son petit bijou, il l'appelle son bijou. Sa fille, voilà, c'était un moment de bonheur absolu. Voilà. Et puis après, il y a eu ce MOF. Donc, et là, il y a eu une grande distance qui s'est imposée à eux deux. Isaline n'avait plus le droit d'aller voir son papa quand il était dans la salle de restaurant en train de travailler, de déguster. Il n'était pas beaucoup là. Et ben à cet âge-là, finalement, on se passe très vite de nos parents. Et Isaline s'est passée de son papa. Et quand le MOF fut terminé, c'est peut-être ce qui m'apporte le plus d'émotion, c'est qu'en fait, elle n'arrivait pas à retourner vers son papa. C'était très dur. Et il ne pouvait même pas lui dire bonjour, en fait. La gamine le rejetait. Et ça a été dur parce qu'il a fallu qu'il reconstruise toute la relation de sa fille qu'il avait créée pendant 3 ans. Il a fallu qu'il reconstruise tout. Et c'était compliqué. Ce moment-là, du concours, de la préparation du concours, c'est pas le bonheur. Pour moi, hein. Peut-être que pour celui qui le prépare, lui ici, parce qu'il s'y plaît. En fait, c'est ce qu'il recherche, c'est cette poussée d'adrénaline, c'est ce challenge, c'est cette compétition. Donc, mais moi, personnellement, c'est pas à ce moment-là où j'étais dans le bonheur. Absolument pas. Tu vois plus ton mari, tu gères ta famille seule, ta société, par conséquent, parce que nous, on avait double rôle. Tu as l'impression que tu ne comptes plus dans ton rôle de femme, qu'en fait, il n'y a que le concours, que le vin, et à la limite, moi, je ne pouvais pas endosser toutes les casquettes, donc je ne pouvais pas aider dans la préparation du concours, parce qu'à un moment donné, voilà. Et en fait, tu te rends compte que les gens qui l'aident ont peut-être plus d'importance que toi à ce moment-là. Ce retour de projecteur qu'il y avait sur lui, en fait, hein, c'était Philippe est meilleur ouvrier de France, donc beaucoup de sollicitations, beaucoup de félicitations. Je me demande si ce concours de meilleur ouvrier de France lui apporte autant de bonheur, parce que je suis presque sûre qu'en fait, toutes ces choses qui s'imposent, d'être toujours nickel, ça demande beaucoup d'énergie, parce qu'on est des humains. Et lui, c'est vrai qu'il s'autorise rien. Alors en fait, aujourd'hui, c'est se poser la question, un titre comme ça, est-ce que ça rend heureux? En tout cas, lui, il s'est programmé, il ne joue pas, il est comme ça à la maison. Moi, j'ai jamais vu Philippe habillé, même pour aller tondre, il va mettre ses belles baskets et puis son beau short, quoi. C'est pour ça que je me dis, on ne peut pas parler de représentation, c'est lui. Et puis en même temps, si on le prend dans l'inverse, on se dit, est-ce qu'il n'était pas fait pour ce genre de concours? Est-ce qu'en fait, au départ, à sa naissance, il n'est pas taillé pour être comme cela? À vous de jouer, hein, maintenant. C'est à moi de jouer? Bah oui. Ok. On vous donne aucun indice, du coup. Oui, je pense que... Voilà, je pense que vous êtes meilleur ouvrier de France. Donc, ah oui, ça veut pas dire grand-chose, voilà, hein, des fois. Bon, hein. Devant un verre de vin, vous savez, on est juste sommelier comme ça. Hein, voilà. Bon, déjà, il y a un indice particulier, c'est que le vin, il était servi déjà au départ à température rafraîchie, donc il y a une couleur qui reflète quand même déjà une certaine densité. On est sur un jaune doré assez généreux. On peut dire qu'il y a une certaine richesse dans la texture du vin qui peut nous donner des indices, mais il faut quand même déjà aller un peu plus loin avec le nez.
Ouais, c'est évident. La gamme aromatique en fait, de ce vin propose forcément une surmaturité du raisin. C'est la mangue, mais la mangue fraîche, bien mûre. Ça, c'est hyper important, vous savez, quand elle est bien juteuse, quand elle glisse un peu dans les mains, quand on la coupe, vous voyez. Le vin est tellement séducteur dans son style que ça me rappelle... Je suis presque capable de dire une appellation, j'ai envie presque de la dire, mais on va attendre un peu. On est, je pense, dans le quart sud-ouest de la France, géographiquement, comme ça, hein. Allez, au hasard, puis après je préciserai. Waouh, je ne pensais pas qu'il y allait avoir si peu de sucre résiduel. Ils m'ont eu. La question que je me pose, c'est est-ce français? Et si c'est pas français, j'hésitais entre l'Allemagne et puis l'Autriche, mais allez, je me lance un Riesling autrichien. D'accord. 2000, on va dire le millésime quand même. 2015. Ok. Non. Non. Tant mieux, bravo. Hein. Bravo. Hein. Bravo. Hein. On n'est pas loin en soi, hein. On est tout proche. On est en Suisse. Ah. Oui, avec un cépage que vous connaissez bien. Le Savagnin? Le païen. Le païen, oui, ok. coup, voilà. Super. Et sur le millésime 2012. 2012, ok. C'est la cuvée donc païen d'Ardon. Okay. Exactement. Super. Donc que vous avez sélectionné. Oui, bravo. Mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas goûté. Bravo, vous avez bien fait, hein, parce que comme ça remet le carnet à jour. Exactement. Super. Oui. Philippe, il avait les concours, il l'a. Il a sa cave, il a son projet professionnel, il l'a. Il n'y a aucun doute, il a réussi. Maintenant, je sais qu'au fond de lui, et ça, il ne se l'est encore pas encore autorisé, il n'est pas à 100% de ce qu'il souhaite avec sa famille. Parce que forcément, il donne tellement sur les 2 premiers points qu'il n'arrive pas à donner complètement sur le 3e. Se poser, prendre le temps de jouer aux cartes, prendre le temps de faire un devoir sereinement, sans être sous pression, parce qu'on l'a toujours fait, mais sous pression. De voir avec sa fille, de discuter au bord de la terrasse, ici, avec un thé, et discuter avec son épouse sans être sous pression, d'être dérangé par un téléphone qui sonne. Mais il s'est rendu compte qu'en fait, il en avait besoin. On se rend compte encore une fois que même si tu peux obtenir un jour ou l'autre le succès et aller à l'autre bout du monde grâce à ta passion, le bonheur, il n'est pas non plus à l'endroit, c'est plutôt le malheur quand tu te fais parasiter par tout ce qui se passe autour. Le bonheur, c'est aussi ce qu'il y a de gratuit. Et ça, il ne faut jamais l'oublier en fait. Le bonheur, il est souvent là, devant. Ça te rend heureux aussi de rendre tes enfants heureux. Si on doit faire une petite rétrospective de sa carrière en se disant, tiens, comment t'as fait pour arriver là en fait? Il n'y a qu'une chose à dire, hein, c'est le travail. Hein. Le travail, la rigueur aussi, sacrifice. En même temps, t'es pas tout seul en fait, dans tout ça. C'est pas j'ai réussi, c'est on a réussi. Je pense à mes parents déjà. C'est mon épouse. Il peut être fier de ce que je suis. Moi je suis fier d'eux. Quand on voit où ils sont arrivés, en fait, d'où je sors, tu te dis. Et aujourd'hui, ils sont pas là pour le voir. Mais je sais que je les rends fiers.
4 jours passés ici à Vienne, à travailler sur de la théorie, travailler sur de la dégustation. Il me reste plus que 2 grandes étapes pour arriver au titre suprême que je vise. Direction peut-être la sélection du concours du meilleur sommelier du monde qui se passera notamment en 2022.